seulement, chers amis, je laisse à Daniel Sampedro et à Clément le soin d'énumérer les qualités de vous tous, nos invités, qui nous faites l'honneur de nous retrouver ce matin. Donc, avec Daniel, nous avons l'honneur de vous accueillir ici, dans cette étable. C'est pour nous, évidemment, à la fois un honneur et une très grande joie, parce que nous avons souhaité, depuis que nous avons hérité de ces monuments, de les ouvrir et d'en faire des lieux aussi vivants que possible. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou pour la deuxième fois, je vous dois quand même quelques petits mots sur ce lieu. Sur ce lieu en général, qui est un lieu très chargé d'histoire. La formule est banale, mais elle est quand même très importante. Je retiendrai seulement trois grands moments, pour ne pas être trop long, parce que vous êtes venus pour rencontrer la compagnie des Petits Champs, mais quand même. Le premier moment très important, pas trop éloigné, je ne remonte pas à la Villa gallo-romaine, mais c'est le moment Parisot. Le moment Parisot, le sénateur Parisot a joué un rôle très important dans le département de l'Eure et notamment dans la circonscription de Bernay. Albert Parisot était un Parisien, il était l'héritier de la très grande fortune de la belle jardinière, qui avait fait une très grande fortune en confectionnant les uniformes de l'armée, du clergé, de la magistrature, mais aussi des petits pensionnaires, puisque quand je suis rentré en pension, j'ai fait faire mon uniforme à la belle jardinière. Et ce grand magasin a maintenant disparu, mais pendant tout le 19e et la première partie du 20e siècle, il a été très florissant. Albert Parisot, les Parisot étaient les propriétaires du château de Fumechon à Écardanville-la-Campagne. Et à partir donc d'Écardanville-la-Campagne, il a développé une carrière politique très importante. Il faisait partie de cette grande bourgeoisie qui s'était épanouie sous le Second Empire, mais qui s'est ralliée tout de suite à la République. Et Albert Parisot était un proche et un disciple de Gambetta, qui était convaincu que pour installer définitivement la République dans ce pays, il fallait rallier les paysans qui représentaient encore plus de la moitié de la population à l'époque. Et donc Parisot s'est installé ici pour développer son militantisme politique républicain en direction des paysans. Et il a aimé beaucoup ce lieu, il l'a beaucoup embelli, il a construit des fabriques, il a agrandi la maison, et il a légué à la commune de Beaumontel le parc Parisot, avec des fabriques, etc. C'était aussi un hygiéniste, il avait construit dans toutes les communes de la circonscription un lavoir pour que la population puisse laver dans de bonnes conditions son linge. Et il avait, paraît-il, un slogan, je ne prête pas, je donne. Donc certaines familles s'en souviennent. Voilà, pour Parisot qui a joué un rôle très important ici. Ensuite, ce lieu a été très important pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été occupé dès 1940. Entre 1943 et 1944, il a subi 32 départements, donc il a fallu bombardement, qu'est-ce que je dis, département. Et donc il a fallu tout reconstruire. Et donc l'année prochaine, avec Monsieur Leroux et l'association qui conserve le souvenir de ces événements, pour le 80e anniversaire de la Libération, nous organiserons dans cette étable une exposition sur l'occupation et sur la libération, parce que c'est une histoire très foisonnante, très riche, avec ses drames. Il y a eu jusqu'à 2000 soldats allemands qui ont stationné sur ce lieu. Alors le troisième moment, c'est la reconstruction, c'est l'après-guerre. Mais ce lieu n'était pas un lieu ancien de la famille Hervieux. La famille Hervieux est sur Beaumontel depuis maintenant plus de 2 siècles, après avoir fait 3 km pour venir de Combon s'installer ici. Mais mon grand-père Émile était dans la ferme d'à côté,
Et donc les Fordust, qui étaient les propriétaires, étaient absolument découragés devant l'état des lieux désastreux. Et mes parents ont acquis cette propriété en 1948. Et la première préoccupation de mon père a été de construire une étable, puisque c'était un éleveur d'élite qui avait une étable un troupeau très remarquable. Donc cette étable a été construite en s'inspirant de ce qu'il avait vu aux Pays-Bas, aux États-Unis, avec l'architecte de la reconstruction de Beaumont qui s'appelait Robert Feuillade, avec un certain nombre de points d'innovation qui ont fait de cette étable le modèle Beaumontel, qui était présenté dans le modèle Beaumontel dans les livres de zootechnie, d'agronomie et les livres vétérinaires de l'après-Seconde Guerre mondiale. La principale innovation était que les animaux n'étaient pas attachés au mur, ils étaient attachés en avant, à hauteur des piliers, pour pouvoir être alimentés par devant avec ce chariot. Il y avait là des chaînes à fumier et des rigoles qui évacuaient à la fois les urines et les fumiers en continu pour que les animaux soient toujours propres. Alors ce modèle économique, malheureusement, cette étable, et c'est une grande ironie de l'histoire, elle a été moderne, elle a été aux avant-postes pendant 7 ans, puisque en 1957, le troupeau a été vendu intégralement, parce que le modèle économique sur lequel reposait cette étable était devenu caduc, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il reposait sur une sélection très intense, avec une vente de reproducteurs et de produits de l'année aux enchères le 2e mardi du mois de janvier, mais avec la diffusion de l'insémination artificielle à partir de 1952-53, notamment avec le centre de l'Aigle, les agriculteurs n'avaient plus besoin d'avoir un taureau à domicile et n'avaient plus besoin d'acheter donc ces taureaux. Et puis le deuxième pilier de ce modèle économique était que ma mère transformait entièrement le lait en beurre, en crème, en yaourt, en petits suisses et en produits laitiers divers qui étaient diffusés et distribués dans toutes les petites épiceries de quartiers, de villages. Et que là encore, à partir de 1957, l'industrie agroalimentaire, notamment Danone, s'est beaucoup déployée et ce modèle artisanal devenait lui aussi un peu obsolète. J'ajoute à ça qu'avec 5 enfants, il avait quand même aussi pas mal à faire et que ça suffisait peut-être comme ça. Bref, donc en 1957, l'ensemble du troupeau est parti. Pendant quelques années, il y a eu ici des bœufs à l'embouche. Puis ensuite, les installations ont été déménagées pour pouvoir en faire un bâtiment de stockage pour les pommes de terre, mais qui était mal commode, donc il a fallu construire à côté. Et maintenant, nous fêtons le 10e anniversaire avec la Compagnie des Petits Champs d'une nouvelle époque, un lieu culturel, un lieu de résidence dont nous parlerons, Daniel et Clément. Voilà en gros pour ce lieu. Cette année, donc, nous avons exposé à la fois un photographe amateur de Beaumontel qui est un passionné de la faune beaumontelaise. Tous ces animaux pris en photo l'ont été dans le strict périmètre de la commune de Beaumontel. Et nous avons par ailleurs donc exposé les planches des raisins de Redouté. Alors quelques mots sur ces planches de Redouté. Vous avez probablement tous un jour vu des sets de table ou des affiches avec les poires, les pommes, les fruits de Redouté, donc, et surtout des roses, donc, qui est un aquarelliste du début du 19e. Alors il y a 2 histoires autour de ces planches de Redouté, très rapidement. La première histoire, qui est la grande histoire, qui est Bonaparte, premier consul, qui, après ses premières campagnes, considère que le vin français n'est pas à la hauteur, que le vin italien est déjà meilleur que le nôtre, et qu'il faut faire un travail véritablement d'inventaire et d'amélioration de notre production viticole. Il demande à Chaptal, qui est ministre de l'Intérieur du consulat, de mobiliser tous les préfets pour que ceux-ci envoient pour les pépinières du Jardin du Luxembourg, précisément des Chartreux,
tous les exemplaires présents des cépages dans leur département respectif. Il en remonte 400 presque 480, hein, c'est ça. Je me tourne vers André et Sylvie Fougereau, grâce auxquels, j'y reviendrai, nous pouvons vous raconter cette histoire. Et donc, tout ça remonte à Paris, on les plante, etc. Et à la manière des physiocrates, des encyclopédistes, de Buffon, etc., commence un inventaire très très systématique de tous ces plants, et bien entendu une demande d'illustration pour garder trace de cette diversité des cépages. Et c'est ainsi qu'il est fait appel à Redouté, qui avait déjà manifesté son talent comme peintre naturaliste, végétaliste, pourrait-on dire, et il entreprend avec son atelier la peinture de ces cépages. Ces planches de Redouté étaient perdues. On savait qu'elles existaient, mais on ne savait pas où elles étaient. Et il se trouve qu'un journaliste de l'Hérault, intéressé à ces questions viticoles, adresse un courrier à l'Académie d'agriculture signalant qu'il avait trouvé trace du fait que notamment la planche du Pitbull grise aurait été déposée à l'Académie d'agriculture. Nous n'avions pas trace dans les inventaires, dans les catalogues de ces planches, et donc mon confrère André Fougereau, aidé de son épouse Sylvie, ont remué l'ensemble des bibliothèques de l'Académie d'agriculture et ont trouvé dans la cave, sous une couverture, 82 vélins, les aquarelles sur vélin de Redouté. Donc tout ça a été évidemment expertisé. C'était évidemment une grande surprise de constater que dans une cave sous des couvertures, tout ça est resté impeccable. Aujourd'hui, rassurez-vous, tout ça est au Muséum d'histoire naturelle, absolument bien préservé. Et donc, nos collègues scientifiques se sont évidemment penchés sur l'ensemble de ces planches, ont réalisé un livre savant et en même temps artistique sur l'ensemble de ces planches et de ces œuvres qui sont très très remarquables pour donner à penser de ce qu'était ce qu'on appelle la naissance de l'empélographie, c'est-à-dire de la science de la vigne, de ce début du XIXe siècle qui a été un moment très très important. Et donc l'Académie d'agriculture a fait reproduire une vingtaine de planches, parmi les plus remarquables, pour pouvoir les exposer un peu partout et faire connaître cette œuvre de Redouté qui était jusqu'à maintenant inconnue. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil et admirer quelques-unes de ces planches. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les tables, sur les bombardements, sur Parisot, je suis à votre disposition.